Lors du lancement de la campagne de dons, je vous appelais à soutenir TV Liberté pour avancer fièrement en plein vent. En avant, en plein vent. Tout cela ne sera possible que si la mobilisation s'amplifie encore pendant ces dernières 24 heures, car malgré la multiplication des aides et des soutiens, l'objectif n'est pas encore atteint. Vous avez donc jusqu'à minuit ce 31 décembre pour obtenir un don défiscalisé en passant par notre site tvliberté.com. Ensuite, il vous sera toujours possible d'envoyer votre don par chèque si celui-ci est daté au plus tard du 31 décembre 2020. C'est donc simple, notre avenir est dorénavant entre vos mains. 2021, pour que le vent se lève, c'est maintenant ou jamais. Bonne fête de la Saint-Sylvestre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce immédiat particulier, puisque cette semaine, pas de Jean-Yves Le Gallou, pas de direct, mais le meilleur des émissions d'immédiat durant cette année 2020 un petit peu particulière. On reviendra sur plusieurs sujets marquants qui ont été plébiscités par les téléspectateurs, qui nous a semblé important de reprendre. Donc je vous laisse avec le meilleur d'immédiat et on se retrouve très bientôt pour le retour d'une émission plus normale. À bientôt. Mila, c'est cette jeune femme de 16 ans qui avait insulté l'islam et critiqué la religion dans un direct Instagram avec ses abonnés et qui s'était retrouvée au centre d'une campagne incroyable de haine sur les réseaux sociaux notamment. Elle avait été menacée de mort, de viol, etc. Elle a été obligée de quitter son lycée, donc déscolarisée de fait. Elle était évidemment au centre de toute l'attention médiatique pendant plusieurs jours. On en a parlé ces 2 dernières semaines dans Immédiat. Et ce lundi, Mila était l'invitée de l'émission Quotidien de Yann Barthès. Et cet entretien, il s'est d'abord passé dans une drôle d'ambiance sur le plateau. Un silence pesant, des blancs parfois interminables, démontrant la gêne de Yann Barthès. Et Jean-Yves, il y a eu une interdiction pour le public d'applaudir Mila durant sa prestation. Alors, ça c'est intéressant, le témoignage d'un participant à cette émission. C'est qu'il montre, il révèle, ce qu'on a déjà dit d'ailleurs un certain nombre de fois dans Immédiat, que tout est scénarisé, tout est manipulé, et effectivement, il y a des moments où on demande à la salle d'applaudir, faire la claque, ça s'appelle faire la claque, et d'autres moments où on leur demande de huer, où on les incite à huer, et donc il y a une manipulation qui font évidemment que c'est beaucoup plus confortable pour les invités politiquement corrects que pour les invités politiquement incorrects. Alors, qu'a dit Mila durant cet entretien ? Elle a été pressée par Yann Barthès de s'excuser. Je reviens encore sur le sujet du fait que je regrette absolument pas mes propos. Que c'était vraiment ma pensée. Vous regrettez pas le droit au blasphème ? C'est ça, le droit au blasphème. Et j'ai pas à me cacher pour cette raison, j'ai pas à m'arrêter de vivre pour ça. Je crois qu'elle s'exprime dignement, elle s'exprime clairement, elle ne recule pas, elle assume. À 16 ans, De ce point de vue-là, elle donne une leçon de courage. Alors évidemment, on peut peut-être trouver un peu paradoxal qu'une jeune fille de 16 ans, qui revendique par ailleurs son homosexualité, montre un courage que parfois des hommes plus âgés ou plus capés ne montrent pas. Mais ma foi, elle a du courage, c'est bien. Voilà. La liberté d'expression, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, c'est au cœur de la civilisation européenne, la liberté d'expression. Et je voudrais dire d'ailleurs, je pense qu'il y a certains catholiques qui doivent se dire, après tout, blasphème, c'est pas bien, etc. Qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Le droit au blasphème, il sera toujours garanti
contre la religion catholique. On l'a vu d'ailleurs avec le blasphème subventionné par toujours le pseudo-humoriste sur France Inter. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de protéger les religions d'attaques qui peuvent être parfois injurieuses, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. L'objectif, c'est de mettre l'islam à l'abri de toute critique. C'est ça l'objectif politique. Et puisqu'on parlait... Et donc, et je pense qu'il faut, en face de cela, être très clairement dans une logique de liberté d'expression, y compris en demandant l'abrogation des lois liberticides que nous avons aujourd'hui. Je pense à la loi Pleven, je pense à la loi Guesso, je pense à la loi Taubira, et à la loi Avia qui va venir. Toutes ces lois qui sont récentes. Ouais. On a vécu en France sans ces lois liberticides jusqu'en 1972. Et il faut revenir à cette situation de liberté de presse, de liberté d'expression, de liberté d'opinion. C'était l'événement médiatique du début de semaine. En témoignent les chiffres records d'audience. 391 000 spectateurs en moyenne étaient devant leur écran pour le débat entre Marlène Schiappa et Éric Zemmour. Éric Zemmour a choisi de commencer cette émission en rappelant que le terme « discriminer », ça voulait dire avant tout « choisir ». Et si discriminer, c'est choisir, ne pas discriminer, c'est confondre. C'est la grande confusion moderne. Et j'essaye de comprendre pourquoi ce mot discrimination a pris une telle ampleur, et je crois avoir compris. C'est-à-dire que la discrimination, plutôt la non-discrimination, est une arme de guerre au service d'une idéologie qui est non pas l'égalité, comme vous le croyez et vous le dites, mais l'égalitarisme. Alors, discriminer qui est l'arme de l'égalitarisme, et justement, Éric Zemmour va préciser ce point. L'égalitarisme, c'est une idéologie qui consiste à assimiler toute distinction à une inégalité, toute inégalité à une discrimination, toute discrimination à une malveillance, et à faire du soi-disant discriminé une victime à vie et ainsi un persécuté. Or, c'est faux. Toute distinction n'est pas une inégalité, toute celle qui repose sur le mérite. Toute inégalité n'est pas une discrimination, toute celle qui repose sur le talent. Et enfin, toute discrimination n'est pas une malveillance. Quand vos fonctionnaires sont engagés dans votre ministère sur la citoyenneté française, c'est une discrimination puisque les étrangers ne peuvent pas être embauchés. Mais c'est une discrimination légitime. Quand on réussit, j'ai fini. Quand on réussit un examen ou quand on échoue un examen, c'est une discrimination, mais elle est légitime. Je dirais même mieux. Imaginez, je vous fais des avances, vous les refusez. C'est une discrimination, mais elle est tout à fait légitime. Je ne suis pas un service public. Mais non, heureusement, grâce à Dieu. Éric Zemmour conclura du coup cette séquence plus tard dans l'émission sur l'égalitarisme en proposant une alternative. C'est que c'est sans fin, votre histoire. C'est sans fin. Vous allez trouver toujours des gens, légitimement ou pas légitimement, qui vont se plaindre des discriminés. Vous fabriquez des victimes éternelles. Vous fabriquez des aigris. La vérité, c'est qu'il ne faut pas tenir ce discours aux gens. Il faut leur dire, c'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive. Et ça a marché pendant des siècles en France. C'est que depuis 30 ans qu'on a cette idéologie délétère de la non-discrimination que ça ne marche plus. Parce que tout simplement, chacun se dit « Ah bah oui, moi j'ai échoué, mais c'est parce que j'ai été discriminé ». C'est ça, peut-être la plus grande perversité de votre idéologie. Alors là, ce qu'on a vu chez Éric Zemmour, c'était dès le début de l'émission, en fait, il attaquait très fort et très dur sur un point essentiel, c'est-à-dire un point idéologique, un des piliers, on va dire, de la pensée de la gauche politiquement correcte, etc., l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est bien l'idéologie qu'il faut pointer du doigt quand on s'attaque à la gauche, puisque c'est celle qui sous-tend tout le reste, en fait. Donc, il a été très bon, très percutant, il a employé des bons exemples, donc en parlant de faire des avances à Marlène Schiappa, qui lui a d'ailleurs bien répondu. Je ne suis pas un service public. Exactement, non, c'était une séquence importante parce qu'il allait au fond des choses de manière très directe, très pédagogique. Il a vraiment été excellent sur cette question de l'égalitarisme. Et en fait, on a vu que sur cette séquence-là, Marlène Schiappa, elle n'avait pas grand-chose à répondre parce qu'au fond, il avait raison et elle a bien été obligée de l'admettre. Même si, elle a essayé de ne pas laisser paraître cela. Mais malgré tout, c'était quand même vraiment magnifique. Et les images
l'image de la semaine, Jean-Yves, ce sont tous ces journalistes et animateurs qui restent chez eux et qui continuent malgré tout à travailler, un petit peu comme nous. Eh ben oui, Radio France, Europe 1, Sud Radio, Jean-Pierre Pernaut, Anna et même TV Liberté, Média. Donc le confinement, effectivement, impose aux médias d'inventer des nouvelles formes de travail. Et donc c'est ce qu'on fait cette semaine, en espérant évidemment vous satisfaire. Moi, j'accuse les médias d'avoir contribué à la crise du coronavirus. J'accuse les médias de complaisance. Ils se sont bornés à relayer la communication gouvernementale sans le moindre esprit critique. J'accuse les médias de servilité. Ils n'ont pas osé pointer les fautes de l'équipe gouvernementale. Retour mal organisé des Français de Wuhan. Absence de tout contrôle sanitaire aux frontières. Pénurie de gel hydroalcoolique. Pénurie de masques. Pénurie de tests de dépistage. Conseil imbécile de Macron recommandant aux Français de sortir. J'accuse des médias de paresse. Ils n'ont pas cherché à informer sur l'évolution de la maladie, ni à enquêter sur les mesures prises en Asie, à Hong Kong, à Singapour, à Formose, en Corée, au Japon. J'accuse des médias de partialité, de sectarisme et d'aveuglement idéologique. Ils ont tenté de faire taire et de diaboliser les hommes et femmes politiques comme Nadine Morano, Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen ou Ciotti qui ont, en temps utile, proposé de fermer les frontières, comme les pays asiatiques l'ont fait. J'accuse des médias de bobards. J'accuse Michel Sim, Jean-Michel Apathy, Christophe Barbier, Alain Duhamel, Laurent Delahousse, Anne-Sophie Lapix, Gérard Leclerc, Caroline Roux, Patrick Cohen et tant d'autres d'avoir raconté des sornettes aux Français. Il était par exemple en une de Paris Match et on voit face au coronavirus, Michel Simès explique et apaise. Donc Jean-Yves, la une de Paris Match. Ah bah, la une de Paris Match, quand on dit, vous dites, c'est un des médecins les plus appréciés des Français, je ne sais pas, c'est forcément un des médecins les plus connus des Français, puisqu'il est invité partout, et il est invité en plus en une de Paris Match. La une de Paris Match, c'est pas rien. Il y a toujours une opération de communication derrière une une de Paris Match. Et Paris Match, c'est pas neutre non plus, parce que c'est le média écrit, en tout cas le média à une, qui a assuré la promotion d'Emmanuel et Brigitte Macron au moment de l'élection présidentielle de 2017. Et donc, qu'est-ce que fait Paris Match avec cette une? Ils promeuvent le médecin officiel, le médecin qui va porter, le médecin macroniste qui va porter la parole officielle. Donc, Michel Simès, c'est pas n'importe quel médecin, c'est le médecin médiatique qui est là pour tenir les bons discours. Voilà. Et ben justement, jusqu'au 10 mars dernier encore, Michel Simès tenait ce bon discours sur le plateau d'Europe 1. Et alors, vous êtes inquiet, vous, personnellement ? Non. Non seulement je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Et le 13 mars, sur le plateau de Quotidien, un même topo. Et sauf que, depuis l'annonce du confinement, il a procédé à un retournement de blouse blanche assez spectaculaire. Regardez plutôt cet extrait dans lequel il commente l'attitude des Parisiens s'étant promenés dimanche dernier malgré les recommandations du gouvernement. Sont des attitudes irresponsables. Et vous avez raison, le virus est un ennemi invisible. Les gens ne le voient pas, donc il n'y a pas conscience du danger que ça représente. On m'a demandé si c'était raisonnable d'aller voter. Et très franchement, dans le monde médical, la décision de maintenir ce premier tour est incompréhensible sur le plan sanitaire. Voilà, alors c'est la nouvelle communication gouvernementale que relaie immédiatement Michel Simès. C'est les Français qui sont coupables, alors qu'ils n'ont fait que, en gros, suivre ce qu'ils entendaient, les conseils qu'ils entendaient. Ce qui est assez intéressant dans cette affaire, c'est que ce Michel Simès, il est d'une impudence absolue. C'est-à-dire, il change de position à 3 jours, mais toujours de la manière aussi péremptoire. Et puis, il est partout, Michel Simès. Il pourrait dire « je suis partout, je suis partout ». Je suis sur Europe 1, je suis sur France 2, je suis sur la 5, je suis sur BFM TV, je suis sur France Info. Il est partout. Et il est partout pour relayer la parole gouvernementale. La parole gouvernementale change, Michel Simès change. Vous
savez, cette affaire de masque, ça fait penser à une anecdote qu'on prête à un lieutenant de Napoléon qui lui dit on ne va pas utiliser de canon parce que c'est pas utile compte tenu du terrain. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on n'a pas de canon. Eh bien, effectivement, la deuxième raison suffit, il n'y a pas besoin de la première. Et les médias auraient pu nous le dire il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a un mois, il n'y a pas de masque. Et non pas dire ça ne sert à rien d'avoir des masques. Je crois qu'il y a un autre élément qu'on pourrait dire. Madame Buzyn a déclaré dès janvier, j'étais au courant. Ce qui est quand même assez extraordinaire, alors qu'elle était ministre, qu'elle n'ait pas pris ou proposé au Premier ministre, au Président de la République, les mesures qui auraient été utiles à l'époque. Mais indépendamment de ça, si elle était au courant, pourquoi était-elle au courant ? Parce que, évidemment, un certain nombre de services de recherche, comme à l'Institut Pasteur, comme à l'INSERM, étaient au courant. Et puis il y avait quand même un certain nombre de gens qui regardaient ce qui se passait dans les pays asiatiques. Et la question qu'on peut se poser, les médias ont des spécialistes santé. Comment se fait-il que ces spécialistes santé n'aient pas interrogé leurs correspondants, soit au ministère de la Santé, soit à l'étranger, soit dans les instituts de recherche? Il y a eu là encore une absence totale de boulot. Et on les paye avec l'argent public. Ce sont des médias subventionnés. C'est tout de même assez extraordinaire. Alors, le discours a eu lieu. Ça a d'ailleurs été un énorme succès d'audience. 36,7 millions de Français qui ont assisté à ce discours, avec une part d'audience de près de 95%. Donc c'est un record absolu dans l'histoire de la télévision française. Et eh bien, ce discours, il a été globalement très apprécié par les éditorialistes sur le plateau de BFM. Je pense que c'est son meilleur discours depuis le début. C'est en tout cas de loin le plus humain. C'est un discours qui est plus modeste. C'était un ton effectivement extrêmement humble, d'abord assez naturel, il était assez franc, il était assez vrai et il s'adressait effectivement au quotidien de tous les Français. Cette humilité aussi sur l'avenir, il dit je vais essayer de porter ce nouveau monde. Il y a clairement, si vous voulez, dans la tonalité précisément, l'espoir renaît. C'est reprendre le contrôle de la situation. La situation était incontrôlée. On était dans une forme d'impasse et de perte de contrôle. Et là, on a le sentiment qu'on prépare et qu'on est moins dans l'impasse, qu'on voit un chemin. Il a voulu être humble. Tout le monde réclamait un chef pour guider la politique de sortie du confinement. Donc on l'a trouvé, le président a pris cette place. On a gagné en concret, en lisibilité, en style un peu plus direct. Il a été précis. C'est un chef, il a tranché, il a écouté pendant une semaine, il a tranché. Ils sont formidables. Ils sont formidables parce qu'ils se prétendent journalistes, mais on a l'impression qu'ils ressortent des éléments de langage. C'est-à-dire c'est le chef qui maîtrise la situation et en même temps il est humble. Ils sont plusieurs à dire un peu la même chose. Donc manifestement, il y a des éléments de langage. Alors évidemment, ils se surpassent tous les uns les autres. Là, on a affaire à des champions du monde du cirage de pompe. Hein. Alors peut-être Duhamel est pas mal aussi, parce qu'il dit il est encore meilleur que d'habitude, mais il l'avait trouvé très bon le coup d'avant, non ? Ouais, c'est assez extraordinaire, puisqu'il a déclaré, Alain Duhamel, donc au soir de ce discours, on a été quelques-uns à être frustrés par les discours précédents. Donc, sous-entendu, ces discours précédents n'ont pas satisfait Alain Duhamel, sauf que, eh bien, une semaine plus tôt, après le discours de Macron, il déclarait « C'était un discours qui marquera, j'ai trouvé qu'il était énergique, rassembleur, ambitieux, c'est ce qu'on attend du chef de l'État. » Donc, c'est assez extraordinaire quand même. Ah ben, ça fait 50 ans qu'il dure, hein, on sait pourquoi. Il a commencé à cirer les pompes de Pompidou, voire peut-être du président Coty, je ne sais plus. Mais et donc ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est formidable. C'est vraiment extraordinaire. Alors tous les journalistes ne sont heureusement pas tombés en pamoison. On a par exemple Jean-Dominique Merchet qui tweet « Tard, 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 flou, 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 long, long, long ». Alors un tweet qui, en peu de mots, Jean-Yves, résume peut-être assez bien le discours finalement. C'est tout à fait remarquable. Il faut dire que ce que dit si brièvement Jean-Dominique Merchet, c'est un petit peu comme ça que les Français l'ont ressenti, parce que il y a eu un sondage Odoxa qui a recueilli l'opinion des Français
sur ce discours, et c'est quand même très négatif. Une majorité de Français ne croit pas qu'il leur a dit la vérité, une majorité de Français ne l'ont pas trouvé convaincant, et une majorité de Français pense qu'il ne sait pas où il va. Donc c'est difficile d'être plus négatif, alors que dans ce type de circonstances, et dans beaucoup d'autres pays voisins, le chef de l'État est suivi parce que, à fond, il incarne la conduite de la nation dans des circonstances difficiles. Là, il a une majorité immédiatement après le discours qui est hostile et critique, et qui l'est beaucoup plus que dans le discours précédent du 16 mars, où là, il y avait nettement des opinions favorables sur l'ensemble de ces sujets. Donc, je pense qu'il a vraiment du souci à se faire, parce qu'il y a un rejet de fait de l'opinion, malgré des médias, comme on l'a vu, globalement assez complaisants. Jean-Yves, les cités se sont embrasées suite à cet accident, considéré par certains comme une bavure. Que dire de cette situation ? C'est tout ce qu'il y a de plus classique, parce que le rodéo moto est un classique de ce qu'on appelle les cités de non-droit, les lieux de non-droit, c'est-à-dire les endroits où les règles qui s'appliquent partout en France ne s'appliquent pas, mais que j'appellerais plutôt d'ailleurs des cités de non-France, puisque d'ailleurs les policiers ils sont considérés comme des forces étrangères. Et donc, on n'est pas dans le non-droit, là, on est dans la non-France. Ça touche maintenant des centaines et des centaines de quartiers de l'immigration. Alors, ce qui est intéressant quand on étudie le traitement médiatique de ces émeutes, eh bien, c'est tout d'abord qu'on peut noter la minoration médiatique dans le vocabulaire employé. Par exemple, Le Monde qui parle d'échauffourée, le Huffington Post qui parle de tension. On a également Le Figaro qui titrait dans un titre initial « Incident sporadique en banlieue parisienne », ce qui est assez fort. Alors ils ont changé le titre qui aujourd'hui est « Après un accident avec la police, les tensions se multiplient en banlieue parisienne et à Strasbourg ». Et dans cet article, on peut noter l'emploi du terme « incident sporadique », donc qui revient des heurts, les incidents, et puis la parole qui est donnée à la préfecture qui déclare « Il n'y a pas eu d'affrontement avec les forces de l'ordre ». Autre changement de titre, celui du Monde, qui a titré d'abord « Coronavirus, les difficultés liées au confinement provoquent des tensions dans les quartiers populaires ». Et donc ce titre a été modifié, on le voit toujours dans l'URL actuelle de l'article qui a changé de titre. Jean-Yves, on voit donc qu'il y a un vocabulaire de minoration. Oui, alors je commenterai deux choses. D'abord le mot sporadique. Sporadique, ça veut dire que ça touche des individus isolés, que c'est des phénomènes isolés, c'est loin d'être le cas, puisque c'était épidémique et non pas sporadique, puisqu'on voit ça sur toute la France. Donc première erreur de vocabulaire. Deuxième erreur de vocabulaire, erreur volontaire évidemment, l'expression du Monde et du HuffPost, ça doit être là encore de la dérive de l'AFP, du copier-coller de l'AFP. À Villeneuve-la-Garenne, enquête ouverte après un accident de moto impliquant la police. Alors le terme impliqué, il n'est pas neutre, parce que ça veut dire quand on est impliqué, qu'on est engagé dans une affaire judiciaire ou qu'on est mis en cause dans une accusation. Et donc, on n'implique pas un délinquant routier, en l'occurrence le pilote de la moto, ou un délinquant tout court d'ailleurs, compte tenu de ce qu'on sait du personnage, qui a été poursuivi des dizaines de fois. On implique la police, donc on voit bien qu'il y a un petit parti pris que Le Monde corrige dans un autre article, en mettant sur le même plan les jeunes, entre guillemets, qui ont un sentiment d'injustice, et les policiers qui dénoncent une impunité généralisée, mais on place les deux choses sur le même plan. Alors qu'au départ, on était quand même un peu plus dans l'implication et donc dans la culpabilisation présumée de la police. En tout cas, voilà, il y a eu globalement un silence médiatique très pesant et qui a justement été dénoncé par Pascal Praud. Ce qui est intéressant, c'est le traitement médiatique. Alors, on est les seuls à en parler, quasiment. Moi, j'ai écouté toutes les radios, toutes les télés ce matin, on est les seuls à en parler. C'est ça qui me frappe toujours. Donc, je m'interroge pourquoi
le traitement médiatique est-il comme ça? Pourquoi nos autres confrères, pourquoi? Mais vous ne voulez pas répondre à ces questions. Moi, mais je pose simplement ces questions. Pourquoi on est quasiment les seuls à en parler? Les autres confrères, chacun traite l'info comme il faut. Bon, on ne peut pas dire non plus qu'on ne parle jamais des quartiers, on en parle. Mais non, mais ce qui s'est passé cette nuit, quasiment personne n'en parle. Bon, je remercie Philippe Bilger, en tout cas. Ah bah oui, moi je vais répondre à la question de Pro. Pourquoi? Parce que nous avons affaire, peut-être en dehors de CNews, à des médias qui ne sont pas des médias d'information, mais qui sont des médias de propagande. Et la propagande fonctionne de deux manières, l'occultation et la minoration de ce qui peut desservir le politiquement correct, par exemple des émeutes dans les quartiers de l'immigration, et la surexposition, voire l'invention, de ce qui peut servir le politiquement correct. On l'a vu avec cette soi-disant histoire de messe clandestine, qui n'était ni interdite ni clandestine, mais qui a été montée en épingle, pendant 48 heures, et donc c'est symétrique. On cache le réel et on fabrique le faux sel. Jeudi dernier, avant son émission Face à l'info, Éric Zemmour est violemment pris à partie dans la rue par un extra-européen qui se vante de son méfait. Voici la vidéo qu'il a lui-même postée sur le réseau social Snapchat. Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de pute? Ça va, gros fils de pute? Moi, nique bien ta mère, hein. Nique bien ta mère. Éric, un petit doigt dans le cul. Un petit doigt dans le cul, Éric. Ouais, je sais que le snap précédent, il vous a fait plaisir. En tout cas, ça a coupé, il y avait des gouttes de pluie qui tombaient sur mon téléphone. J'ai pas pu finir la vidéo jusqu'au bout. Je peux vous dire, il a goûté un molar. L'affaire s'emballe dès le lendemain avec la diffusion de cette vidéo sur Twitter, et dès lors, l'agresseur commence à redescendre d'un ton et tente d'expliquer son geste. Sahaf Turkoum, mes islamo-racailles. Je suis divisé entre les messages des partisans de monsieur Éric Zemmour qui m'insultent sur Twitter et sur tous les réseaux, et les messages d'encouragement que je reçois ici. Ouais, je sais, j'aurais pas dû l'insulter et tout ça, mais comment vous voulez parler avec lui? Vas-y, dites-moi. C'est peut-être un fils de pute, mais c'est impossible de parler avec lui. Il est super fort. Au débat, c'est impossible. Donc, c'est comme si j'aurais voulu parler avec Marine Le Pen. À part l'insulter sa mère, vous voulez faire quoi? Vas-y, dites-moi. Il est très bon parce qu'il dit « j'ai pas d'argument, donc je suis bien obligé de l'insulter ». Et il s'auto-définit lui-même comme une islamo-racaille. Il est parfait, ce garçon, parfait. Alors, Éric Zemmour s'est exprimé dans l'émission Face à l'info ce lundi. Je pense que ces islamo-racailles, puisqu'il emploie lui-même le mot, c'est comme ça qu'il les appelle, sont le bras armé d'une guerre de civilisation sur notre sol, d'un djihad permanent et qui chasse et pourchasse les infidèles. Vous savez, ce qui m'est arrivé, c'était embêtant pour moi, mais ça arrive tout le temps, tous les jours, depuis des années, depuis des décennies, à des millions de Français qui sont agressés, insultés, menacés, volés, violés pour des jeunes femmes et même parfois tués par ces islamo-racailles. Il y a peu de choses à ajouter, c'est parfaitement résumé la situation, ce qu'a dit Éric Zemmour. Simplement, j'ajouterai un point, c'est que l'essentiel de ces agressions, de ces attitudes hostiles, de cette opération de conquête des islamo-racailles s'opère sur leur territoire, d'où ils chassent progressivement les Européens ou ceux qui appartiennent à une autre civilisation que la leur. Là, c'est dans un quartier, on peut dire français, dans un quartier parisien du centre et de l'ouest, et donc il y a un déplacement de l'invasion. C'est en cela, c'est pas seulement parce que, en raison de la personnalité d'Éric Zemmour, que l'événement est important, c'est parce que là, les islamo-racailles ou une islamo-racaille est sortie de son territoire pour être dans une logique de conquête territoriale à l'extérieur et d'intimidation territoriale à l'extérieur. Il y a de nombreux éléments qui ont été cachés, omis, on va dire, par les médias français, et notamment, tout simplement, des éléments qui allaient à l'encontre du discours politiquement correct, à commencer par le profil des policiers. Voilà, effectivement, les policiers étaient 4 sur place. Celui qui était au contact direct et qui est à la cause de la mort de Floyd, et puis 3 autres policiers. Bon, ceux-là, on n'en a pas beaucoup parlé, alors qu'ils étaient là, présents à toute la scène, et donc ils auraient pu intervenir pour faire cesser l'asphyxie, en quelque sorte. Alors, il faut savoir quand même que sur ces 3, il y en a au moins 2
qui appartiennent à des minorités ethniques non blanches, à savoir l'un qui est asiatique et l'autre qui est afro-américain. Donc c'est un peu curieux comme équipe soi-disant raciste, alors qu'il y a à peu près tout le melting pot américain dans l'équipe. Ça a été caché. Ce qui a été caché aussi, c'est que le maire, c'est une police municipale, enfin une police territoriale, une police municipale. Le maire de Minneapolis est un progressiste anti-Trump. C'est lui qui est responsable de la police. Le directeur de la police de Minneapolis, c'est un noir. Donc c'est bizarre quand même pour une police raciste. Autres éléments qui ont été omis par les médias, eh bien, ce sont des mesures disciplinaires prises à l'encontre des policiers qui n'ont été mentionnées dans aucun JT, que ce soit TF1, France 2, dans les émissions de quotidien qui ont traité la question, etc. Ça a été un blackout médiatique quasiment total. Et pourtant, c'est un élément essentiel, Jean-Yves. Oui, d'abord, les 4 policiers ont été immédiatement virés. Virés. Aux États-Unis, on plaisante pas. Hein. Ouais. Virés. Ils ont été inculpé pour homicide involontaire dans un premier temps. L'auteur principal a été emprisonné. On lui a demandé une caution de $500 000, évidemment, qu'il ne peut pas fournir, donc il est en prison. Et l'incrimination a changé, puisque maintenant l'incrimination, c'est pour homicide volontaire. Oui, pour Derek Chauvin uniquement, puisque les autres... Pour Derek Chauvin, les autres sont complices d'un homicide volontaire, dans l'incrimination actuelle. C'est la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que eux qui étaient virés immédiatement, mais sans poursuite judiciaire ferme, là aujourd'hui, ils sont poursuivis par la justice. Ils étaient poursuivis pour, au départ, homicide involontaire, et là, maintenant, homicide volontaire. Donc, tout ça sont des faits importants qui devraient calmer ceux qui manifestent, parce que la justice va passer, la justice américaine, elle n'est pas toujours clémente. Dernier élément, Floyd était lui-même, a quand même été pas un perdreau de l'année, comme l'a dit Éric Zemmour, et il était sous fentanyl, c'est-à-dire un puissant opiacé qui fait d'ailleurs beaucoup de morts aux États-Unis. Alors, ceci étant, ça n'excuse pas l'acte dont il a été victime, mais ça fait aussi partie des éléments du contexte, encore une fois, même si ça n'excuse pas l'acte dont il a été victime. Oui, alors il y a aussi effectivement un autre point qui a été tué par les médias, outre effectivement le fait que les rapports toxicologiques ont montré qu'il était effectivement sous opiacé. Eh bien, il a effectivement un passé judiciaire. Il a notamment fait de la prison, 5 ans de prison, après avoir cambriolé une femme en pointant une arme sur son ventre alors qu'elle était enceinte. Il a été condamné pour consommation de diverses drogues et pour vol, etc. Donc il a un casier judiciaire. C'est effectivement le crime, enfin l'image est quand même terrible, il n'y a rien qui puisse excuser, mais malgré tout, ça fait partie de ces éléments qui ont été omis par les médias, omis ou cachés, et qui participent un petit peu à mettre de l'huile sur le feu et finalement à valider un peu les émeutes, tout simplement. Alors les médias se sont intéressés à cette question quand même un petit peu. On a par exemple France Info qui très tôt parlait de jeunes qui seraient les coupables de cette agression lâche. Le Monde qui reprend la dépêche de l'AFP qui évoque des coupables qui seraient des usagers. Dans la dépêche, on lit plusieurs personnes pour parler de ces criminels. Un homme, 4 individus, un homme, 4 passagers même. Même chose chez BFM, RMC, France Bleu. Et jusqu'à mercredi matin encore, l'AFP s'obstinait à ne pas donner d'indices sur l'identité des agresseurs. Jean-Yves, c'est un silence qui est stupéfiant. Alors, on nous a parlé de jeunes de quartier populaire. Alors ça, c'est de la novlangue. Jeunes de quartier populaire, ça veut dire racaille. Et on sait effectivement, par définition, que ce sont des racailles des quartiers de l'immigration à partir du moment où les médias taisent les prénoms et les noms. Parce que si ce n'était pas le cas, alors là, ils donneraient le prénom, les noms et la photo du coupable. À partir du moment où les médias cachent, eh bien, on sait au fond à quoi s'en tenir. C'est de la désinformation par occultation. C'est une activité très fréquente, à la fois dans la PQR et à l'AFP. Alors on le voit, il y a quand même Le Parisien qui a noté que l'une des personnes arrêtées s'appelait Mohamed. C'est le seul prénom qu'on a, mais effectivement, il va plutôt dans le sens de racaille extra-européenne.
Alors, autre manipulation, c'est la mise en avant d'éléments ethniques. Voici ce qu'écrit Le Parisien sur le profil de la victime et sur le profil de l'agresseur. La victime est un demandeur d'asile afghan. L'agresseur est de type européen. Donc ça, c'est dans un premier temps, et donc on a ces origines ethniques qui apparaissent. Sauf que le lendemain, des informations complémentaires arrivent, et finalement, le suspect est décrit comme asiatique par les témoins oculaires, rapporte Aziz Zemmouri, qui est journaliste. Il pourrait s'agir d'un Afghan tadjik ou hazara. Donc Jean-Yves, on voit que l'origine ethnique est mentionnée avant d'être un petit peu nuancée. Oui, alors c'est assez curieux d'ailleurs. Moi j'avais été surpris parce que d'habitude on ne donne pas l'origine ethnique. Là en l'occurrence on la donnait puisque d'après les premières informations qui étaient fausses, l'agresseur, l'égorgeur était européen. Voilà. Et donc on voit très bien quand même le deux poids deux mesures journalistique où on ne donne pas l'origine ethnique sauf quand ça peut être un Européen. Le coupable en l'occurrence c'était même pas le cas, mais on l'avait donné. Et on peut rappeler à ce propos, pour appuyer un petit peu votre thèse, que Le Parisien est coutumier, ou en tout cas a déjà réalisé une manipulation de ce genre, puisque ce mois de juin, il y a eu une attaque au couteau à Glasgow, et là encore, Le Parisien avait évoqué l'origine ethnique de l'agresseur, un homme blanc, selon eux. Bon, il s'était avéré que c'était faux par la suite. Donc, encore une fois, on mettait en avant l'origine ethnique quand il s'agit d'un homme blanc, et encore une fois, c'était une erreur du Parisien. Voilà, encore que ça pourra arriver malgré tout, et ça doit parfois arriver, mais là, effectivement, c'est une erreur répétée. Alors, c'est une erreur répétée, un peu toujours avec le même journaliste, non, on va pas dire journaliste, le même propagandiste, qui est monsieur Jean-Michel Descugis, qui est l'auteur de cet article. Auteur de cet article, auteur de ce bobard, qui a déjà été plusieurs fois titulaire des Bobards d'or. C'est lui qui avait annoncé lors des attentats de 2012 que la piste privilégiée, c'était la piste néo-nazie. Il avait même mis en photo des militaires, des anciens militaires, bras tendus. En fait, c'était l'islamiste Merah, donc il avait intoxiqué massivement l'opinion, sans doute pour le compte d'ailleurs de la préfecture de police. C'est une opération de manipulation. C'est une hypothèse, mais qui n'est pas avérée. Qui a été quasiment reconnue par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Donc je crois qu'on peut dire que c'est une hypothèse plus qu'avérée. Il nous a ensuite sorti, nouveau Bobard d'or, que Xavier Dupont de Ligonnès... Alors, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est extraordinaire parce que c'est un meurtre familial entre blancs, enfin, dans l'hypothèse qui est retenue. En tout cas, une disparition qui a suivi un meurtre en série. Alors ça plaît bien parce qu'en plus, c'est une famille à particules, catholique, donc c'est formidable. Donc, on a remis l'affaire sur le devant des médias quand on a soi-disant arrêté ce Xavier Dupont de Ligonnès en Écosse. Le malheureux qui a été arrêté n'avait absolument aucun rapport avec Xavier Dupont de Ligonnès. Mais c'est encore monsieur Jean-Michel Descugis qui a fait cela. Alors, monsieur Jean-Michel Descugis, c'est le responsable, le rédacteur police-justice du Parisien. Si, malgré toutes ces erreurs, il est maintenu en place, ce n'est pas à cause de ces erreurs, malgré ces erreurs qu'il est maintenu en place, c'est grâce à ces erreurs, car il a la fonction de désinformateur. Voilà. Et je crois que le Parisien, en gardant M. Descugis à la place qu'il a, avoue officiellement qu'il est un journal de désinformation. Dans cette élection qui est extrêmement serrée, Jean-Yves, la fraude électorale est-elle possible ? Elle n'est pas possible, elle est certaine. Elle est certaine. Pourquoi ? Parce que dans toute élection, il y a de la fraude électorale, qui ne change pas forcément toujours le résultat. Mais y compris dans les démocraties comme la France ? Bien entendu, y compris dans les démocraties comme la France. Et je vais vous donner, puisque vous parlez de la France, je vais vous donner deux exemples. Il y a toujours de la fraude électorale en France. Il y en a beaucoup moins qu'avant, parce qu'il y a eu 2 lois qui ont limité ces possibilités. Il y a eu une loi de 1988 qui a été prise à l'époque où Jospin était Premier ministre et qui a obligé à émarger quand on va voter, qui a limité pas mal de choses, qui a mis les urnes transparentes, qui a rendu
non pas la fraude impossible, mais plus difficile. Et il y a eu avant, à l'époque de Poniatowski, en 1975, il y a 45 ans, une loi qui a interdit le vote par correspondance, qui n'est aujourd'hui plus possible que pour les Français de l'étranger. Interdit le vote par correspondance, et à l'époque, Le Monde avait titré, Le Monde avait titré « Le vote par correspondance est supprimé pour empêcher la fraude électorale ». Alors c'est assez intéressant de voir qu'aux États-Unis, plus de la moitié des gens ont voté par correspondance, et que les démocrates ont fait campagne pour le vote par correspondance, et que dans les États qui sont aujourd'hui controversés, qui sont sur la bascule, que les démocrates disent avoir gagné ou en train de gagner et que Trump conteste, il y a eu beaucoup de votes par correspondance. On voit d'ailleurs cette scène extraordinaire à Milwaukee où on voit les voitures de police qui conduisent les bulletins de vote arrivés par correspondance pour le dépouillement. En France, il faut savoir qu'un policier n'a pas le droit de rentrer dans un bureau de vote, sauf exception en cas de trouble, et après y avoir été invité par le président du bureau de vote. Bon, aux États-Unis, c'est peut-être la procédure normale, mais honnêtement, vous imaginez, moi je vous laisse commenter, vous voyez la même scène en Russie, je vous laisse commenter. Voilà. Oui, c'est je vous laisse commenter. médias... Alors, donc, si vous voulez, de mon point de vue, la fraude est certaine. Est-ce que c'est la fraude qui va faire basculer le résultat en faveur de Biden dans les États sensibles, qui sont le Wisconsin, qui sont la Pennsylvanie, dont on n'a encore pas beaucoup d'éléments? Ça, je ne sais pas. Est-ce que Trump pourra rattraper les choses par une action judiciaire qui permettra d'établir qu'on a compté des bulletins, on a mal compté les bulletins, ou on a compté des bulletins qu'on n'aura pas dû compter? Je ne sais pas. Mais à tout le moins, je crois que les médias devraient, là aussi, présenter les deux thèses.